Euh, pour en finir avec cet aspect anthropologique du métier de journaliste, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nigel Barley, qui était assistant conservateur au British Museum et qui a écrit pas mal de bouquins du style L'anthropologie est un sport de combat ou des choses comme ça, où il décrit ses recherches chez les Toraya ou en Afrique, où il a l'intelligence de mettre en scène à la fois, de se mettre en scène et de mettre en scène les personnes qui l'observent et de voir tous les tours qui se jouent entre eux. Et c'est quand même aussi un anthropologue tout à fait sérieux, mais il y ajoute la dimension d'humour que j'aime beaucoup, moi, chez les Anglais. Donc, l'information est toujours une construction, reconstruction. Pour le journaliste comme pour l'historien, le sociologue ou le chercheur ou tout autre professionnel de la connaissance, les données du réel, les faits, ne parlent pas d'eux-mêmes. Une dépêche qui tombe, un coup de téléphone, un email, une conversation, une observation, immédiatement, pour le journaliste, il y aura quelque chose de particulier. Ça devient immédiatement, qu'est-ce que ça vaut en termes d'information ? C'est le premier travail. Le premier travail du journaliste consiste à sélectionner les données. Alors je m'explique à travers un exemple très classique. Si un chien mord un facteur, ça ne vaut rien. En revanche, si un facteur mord un chien, ça vaut peut-être le coup qu'on s'y intéresse. Il faut enquêter. Mais la deuxième étape, à partir de cette sélection de l'information, ce sera, toujours pour la construire, il va falloir la hiérarchiser. Alors, si tous les facteurs de France se mettent à mordre des chiens, alors là, ça vaut la une, immédiatement. Hein. C'est cette place dans le journal qui est très, très qui est déterminante. On ne lit pas les journaux de la même manière. On lit dans les journaux, il y a toujours la une, la deux, et puis une information, si elle est en milieu de page, qu'on appelle en ventre de page, et encore 6, on sait qu'elle ne sera pas lue. Donc, cette sélection de l'information, cette mise en scène de l'information à travers la mise en page, et c'est la même chose pour l'information télévisée, c'est le journaliste qui la décide, c'est sa hiérarchie, c'est l'équipe dans laquelle il travaille qui en a la responsabilité. Et c'est par une opération de reconstruction des faits qu'il leur donnera ce qu'on appelle le niveau de lisibilité qu'il aura jugé permanent. Établir les faits, les constituer en information, relève d'une expertise professionnelle, d'un savoir-faire dont les principales figures imposées, je vous les cite, c'est assez rapide, c'est la capacité de corréler des faits pour introduire de l'analyse, des capacités d'observation, des capacités à faire exprimer son interlocuteur, des capacités pour savoir mettre des informations en perspective en fonction de ses connaissances pour produire du commentaire. Donc, je vais passer rapidement là-dessus, mais il vaut mieux parler de processus d'objectivation plutôt que de la sacro-sainte objectivité qui me semble un leurre. Et c'est là où, dans mon exposé, je ne savais pas toutes les choses que j'ai apprises avant, puisque le paragraphe suivant, c'est « autre temps, autre leurre, la transparence ». Donc, nous allons essayer de voir pour un journaliste ce que représente la transparence. Et pour moi, il ne faut pas confondre transparence et accès à l'information. Alors, on reviendra rapidement à la théorie de la communication. Je me suis référé à Lucien Haussmann, que j'avais lu en d'autres temps. J'avais oublié d'ailleurs beaucoup de choses. Alors, il est maintenant, paraît-il, et je le sais quand même un peu, des approches beaucoup plus sophistiquées, mais les concepts de base de la théorie, tels que nous les a rappelés Madame Pham, sont toujours opérationnels dans la question qui nous préoccupe, la revendication de transparence de plus en plus prégnante. Bon, on simplifie, c'est une chaîne à une extrémité, à l'origine de l'information, relayée par l'émetteur, le message, les récepteurs, le canal de diffusion. Si l'on est dans... Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que c'est le schéma dans lequel la transparence serait idéale, totale ? L'émetteur, qu'est-ce qui devient dans cette affaire ? Ce n'est pas celui qui est à l'origine de l'information, mais celui qui est chargé de l'émettre. Il peut être un simple passeur, peut-être, en espérant qu'il ne produira pas de bruit, qui ne perturbera pas trop le signal. Et donc, c'est à l'autre bout de la chaîne, les récepteurs qui reconstruiront, eux, l'information, sans aucun des filtres, entre guillemets, puisque ce ne sont pas des filtres, ce sont des éléments de la chaîne d'information qui peuvent devenir des filtres. Donc, cela circule,
À la rigueur, je pense que cela communique, mais il n'y a pas de construction d'information au sens journalistique. Pour construire une information, comme je viens de la définir, il faut chercher, creuser, faire émerger ce qui est banalisé, secret, voire caché, éviter les biais de construction, veiller à ne pas altérer le message dans sa restitution, de ne pas trop altérer. La transparence ne peut donc pas être une finalité en matière de journalisme pour deux raisons. Alors, je vais prendre un exemple. C'est un débat qu'on a eu dans mon journal. C'est quand se sont mis à nos confrères, et je pense que c'est le point qui a commencé, si ma mémoire est bonne, à produire chaque année un classement des hôpitaux. Je pense que ça vous a un peu interpellé, concerné. Alors, bon, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on emboîte le pas, ils l'ont fait en premier, c'est peut-être pas la peine, on relaie l'information. Bon. Et puis, on y a renoncé parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes méthodes d'évaluation consumériste à des machines à laver et à des hôpitaux? Question bête, toute simple, mais qu'il faut quand même se poser la question de ce qu'on a en face de soi. Est-ce qu'on peut appliquer la même méthode à des systèmes compliqués de machines? C'est vrai que c'est compliqué, une machine à laver. Hein. Et puis, ou à des systèmes beaucoup plus complexes, des communautés humaines avec tout un savoir, tout un... Donc, est-ce qu'en faisant ça, on ne va pas livrer une information altérée par la forme même du message qu'on aura choisi, c'est-à-dire le classement? Qu'est-ce qu'on va véhiculer comme idée derrière l'idée de classement? Et on s'est dit, avec la rédaction, que la forme choisie pour délivrer ce message véhiculait un énorme parasite, c'est-à-dire que le parasite qui disait « la santé est une marchandise comme une autre ». Donc, comme une machine à laver, c'est un système simplement compliqué. Et c'est au nom de la transparence qu'on introduit ce genre de biais. Les classements. Il faut être transparent, il faut être classé. Deuxièmement, Jean-Jacques Bouteau, dans Transparence et communication, nous dit quelque chose que je trouve assez important à garder en tête. Dans sa relation dialectique au secret, la transparence a toujours nourri un discours sur l'éthique de la communication. Ce qu'il dit très bien, en termes très choisis, c'est qu'avec l'idéal de transparence, nous sommes sans arrêt aux limites entre information et voyeurisme. Le repère est mouvant, et ce repère dépend aussi des cultures, avec une différence qui est entre les cultures anglo-saxonnes, et latines. Pour avoir travaillé aux États-Unis et en France, c'est quelque chose que je ressens profondément dans ma pratique professionnelle. C'est-à-dire que les limites ne sont pas exactement les mêmes. Quand Time Magazine, à l'époque de l'affaire Lewinsky, titre pendant 4, 5, 6, 7 semaines de suite sur la même affaire, ça répond aussi à un public. Ça ne répond pas que simplement à une ligne éditoriale qu'aurait pris Time Magazine. Les frontières de l'intimité ne sont pas les mêmes. Et en même temps, je pense qu'en France, on est en train de les bouger et de les rejoindre. Fondamentalement, donc, je pense que cette revendication de transparence, en abolissant la distance critique, n'est pas souhaitable. Finalement, pauvre en informations pertinentes, elle n'enrichit pas le débat démocratique, au contraire. Revendiquer la transparence comme idéal de communication participe à la confusion entre émetteurs et récepteurs, également, en faisant croire au lecteur ou au téléspectateur qu'il est en direct, qu'il est dans l'action, qu'il est à la place d'eux. Et ça, je vous renvoie à la télé-réalité. Que véhicule comme information la télé-réalité? Il n'y a plus d'espace critique affirmé où se construit le ou les messages entre l'émetteur et les récepteurs. Et on peut entrer facilement dans le domaine de l'illusion. En outre, les turiféraires de la transparence ont quelque chose d'inquiétant. Ils nous disent, à nous, journalistes, il n'y a rien à voir au-delà de ce que je vous montre. On vous montre tout. Ce n'est pas la peine de chercher. La transparence illusoire peut ainsi conduire à la désinformation. En revanche, l'accès
à l'information, je le rappelle, est un droit réglementé lorsqu'il s'agit d'individus, de documents administratifs. À une question précise, on peut espérer que dans une société démocratique, on trouve une réponse précise. Un refus d'information est une information qu'il convient d'analyser, de recouper, de chercher pourquoi. D'un autre côté, lorsqu'un journaliste mord le trait, l'émetteur originel peut en appeler à la justice. Et je trouve ça tout à fait normal. Voilà pour la position de principe. Un journaliste n'est pas au-dessus des lois. Tout montrer et tout dire ne sont pas synonymes de vérité. Et ce n'est pas pour rien que juridiquement, nous disposons notre métier comporte ce qu'on appelle la clause de conscience. Donc, revenons à ce métier. Je reprendrai la phrase d'Albert Londres. Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, il est de porter la plume dans la plaie. Alors, il nous rappelle, Albert Londres, avec cette phrase qui est très, très mythique quand même, que les journalistes ont un rôle social dans les sociétés démocratiques où notre métier est un droit reconnu, contrairement aux sociétés, aux dictatures. Mais pour généreuse qu'elle soit, cette proclamation s'exerce dans un cadre fait de contraintes qui sont constitutives de notre métier. Contraintes parfois lourdes, souvent contradictoires, difficiles à gérer. Et ce sera la deuxième partie de mon exposé. C'est-à-dire que, de par la constitution de notre métier, ces contraintes le fabriquent, le font en quelque sorte. Un journaliste travaille au présent immédiat. Le circuit de l'information jusqu'au public est court, beaucoup plus court que l'information produite par l'historien ou les chercheurs, même lorsqu'on parle de revues mensuelles à tirage plus lent. Cette brièveté du circuit fait de la presse un instrument de connaissance à la fois précieux et puissant. La course aux nouvelles, dont parlait Robert Jouvenel au lendemain de la Première Guerre mondiale, s'appelle aujourd'hui le scoop. Flatteur pour l'ego, bon pour la carrière, stimulant pour les ventes, car il offre aux médias un accès aux autres médias, c'est-à-dire à la reprise des confrères. C'est la citation à la revue de presse. Et c'est aussi un côté compétitif, il grille tout le monde. Et le scoop, c'est pas une nouveauté, la rapidité, c'est pas une nouveauté. Je retrouvais en regardant des livres sur l'histoire du journalisme, en 1934, l'assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et du ministre français des Affaires étrangères a fait l'objet d'une édition spéciale de Paris Soir. Et l'édition est sortie à Paris 46 minutes après que l'assassinat se soit produit. Alors, je peux vous citer quand même le nom du directeur de Paris Soir en 1934. C'était Pierre Lazareff. Il avait 27 ans. Donc, ce circuit s'est aujourd'hui raccourci, encore, au point de friser la simultanéité, dans une course souvent vaine, voire dangereuse. Et c'est là où je pense qu'il faut parler d'Internet, parce que la culture du blog professionnel sur Internet, nous écrivons tous sur papier sur Internet maintenant, dont nous avons un récent échantillon avec le fameux télégramme « J'annule tout », eh bien, montre que quand on abolit toutes les procédures de vérification, comme ça a été le cas, même les meilleurs professionnels et professionnels aguerris, puisque